Les policiers n'ont qu'une seule solution, attendre. Et c'est par pur hasard que quelques semaines plus tard, l'affaire va rebondir. Carpentras, le 11 décembre 2003, il est presque 17 h. Au sud de la ville, le centre commercial du Terradou se remplit peu à peu. Marie-Claude Bressy est venue acheter son pain et elle est intriguée par une étrange scène au milieu du parking. Au moment où je vais pour garer, j'aperçois une personne, un homme, qui s'avance dans ma direction, mais quelque chose de bizarre. Il a une cagoule. Une cagoule, et pas seulement. Et je vois une arme au bout de sa main. L'homme tient un pistolet et avance tranquillement entre les voitures. Marie-Claude l'observe, incrédule. Et lorsqu'il arrive près de ma voiture, il s'arrête, son bras se lève. Une première détonation retentit. Devant sa boulangerie, René Bagnol est surpris par le coup de feu. La personne qui avait tiré marque un temps d'arrêt, s'ajuste. Et une deuxième détonation par... Un homme est à terre, touché dans le dos. Marie-Claude se précipite à son secours, le boulanger la rejoint. Je pars après le tueur, le cagoulé. Tout le monde commence à crier « Non, non, mais il ne faut pas y aller, il est armé, c'est dangereux, c'est pour de vrai, arrêtez, arrêtez ». Au bout d'une centaine de mètres, Marie-Claude, victime d'un point de côté, prend soudain conscience du danger. J'ai peur. Je réalise d'un coup que peut-être il peut se retourner et me mettre une balle à moi. Et je le laisse courir, il m'échappe. Sur le parking, au chevet de la victime, le boulanger prévient les secours. Quelques minutes plus tard, tout le monde arrive et puis là, il constate que la personne est décédée, qu'il n'y a plus rien à faire. Au milieu du parking du petit centre commercial, les témoins sont sous le choc. On était en train de vivre un meurtre. Ça dépassait toutes les réalités qu'on pouvait imaginer. Sur place, les policiers de Carpentras sécurisent la zone et font les premières constatations autour du cadavre. Il a un trou au-dessous de l'omoplate gauche. Le tireur l'a atteint dans le dos. La victime est plutôt âgée, elle n'a aucun papier sur elle. Qui est cet homme qui vient de se faire abattre? Pour l'heure, impossible de le savoir. Les policiers sur place dans ce parking ont très peu d'éléments. Ils ont un cadavre X, ils ne connaissent pas l'identité de ce cadavre. Le monsieur, la victime, c'est un homme d'une soixantaine d'années. On n'a rien, on ne le connaît pas, c'est pas un notable, c'est pas quelqu'un de Carpentras, a priori. Sans identité, impossible de comprendre pourquoi cet homme a été assassiné. Et surtout par qui? La scène de crime est passée au peigne fin et les témoins sont entendus. À commencer par Marie-Claude Bressy. Le tueur, elle s'en souvient bien, et elle peut même le décrire aux policiers. Il est grand, c'est un grand jeune. Le jeune, il a une allure athlétique mince, très mince. Il a un blouson beige clair, couleur mastic, bien habillé, propre. L'homme était cagoulé, mais Marie-Claude a pu croiser son regard. Je vois bien ses yeux parce que ce regard est fixe, des yeux froids, un regard foncé. C'est son calme qui me fait le plus
impression. Il est fixé sur sa cible. Rien ne peut le distraire. Lorsque je crie « Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne me regarde pas. Le deuxième témoin, René Bagnol, le boulanger, pense avoir vu le tueur un quart d'heure avant le meurtre. Il portait le même blouson que l'assassin. Et, détail capital, à ce moment, il n'avait pas encore de cagoule. Le boulanger ne peut pas le décrire de façon précise, mais il a vu son visage. Il voit d'abord rentrer l'individu dans la galerie Terradon, un petit peu dissimulé mais sans plus. Assez grand, un blouson clair, et un bonnet assez enfoncé sur les oreilles. Et après, il l'a vu ressortir, il sait que c'est le même, et là, il l'a vu avec une cagoule. Le tueur a ensuite emboîté le pas à la victime jusqu'à sa voiture. Ce témoignage-là indique que l'individu attendait sa victime. C'est pas un coup de feu tiré comme ça sur une personne au hasard. Au milieu du parking, les techniciens de la police scientifique finissent leur relevé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les indices sont maigres. Ils ne trouvent rien. Sur la scène de crime, il n'y a pas l'ombre d'une trace d'un élément qui peut intéresser l'enquête. Finalement, c'est en interrogeant les commerçants de la galerie commerciale que les policiers vont trouver un nouveau témoin. Tout au fond de la galerie, il y a une boutique un peu particulière qui est en réalité un sex shop qui s'appelle Fantasme. La victime venait-elle de ce sex shop? Un seul moyen de le savoir. Et donc ils vont aller interroger le gérant du sex shop pour savoir si leur mort, leur cadavre sortait de cette boutique. Il dit qu'effectivement, il venait assez régulièrement, à des heures relativement régulières, des jours assez précis, hein, le mardi et le jeudi. C'était un homme évidemment discret, souriant, gentil. Mais il y a un problème. Le gérant ne connaît pas le nom de ce client régulier. Et pour cause, la victime payait toujours en espèces. Généralement, dans ces endroits-là, on laisse pas sa carte d'identité. Hein. Mais il l'a déjà vu et il sait que la victime qui était tendue sur le parking, atteinte mortellement, est un de ses clients. Les policiers ne connaissent toujours pas l'identité de la victime, mais le gérant va tout de même leur apporter une aide précieuse. Juste avant le meurtre, il a remarqué quelque chose d'étrange sur sa caméra de surveillance. D'après lui, un homme faisait les 100 pas devant le sex shop. Et s'il s'agissait du tueur? Il a une petite caméra qui filme. Et à cette vidéo-là, il voit une paire de baskets. Il voit juste une paire de baskets. Donc il se dit qu'effectivement, il y avait quelqu'un au fond de la galerie. Si c'est bien l'assassin que montre la vidéo, il est évident que l'homme a pris soin d'éviter qu'on filme son visage. La victime serait-elle tombée dans un guet-apens? Pour le savoir, les policiers ont besoin de déterminer l'identité de l'homme abattu. Et pour ça, il possède peut-être une aide de taille. C'est la voiture dans laquelle la victime allait monter. Les policiers fouillent le véhicule, mais ne découvrent pas de carte grise. Ils font alors une simple recherche. Ils ont une plaque d'immatriculation qu'ils vont s'empresser de faire identifier. Et cette plaque d'immatriculation donne un nom et une adresse. Le nom, c'est Guy Pourriel. Il est âgé de 72 ans et il habite à Cavaillon. Guy Pourriel est-il l'homme assassiné? Rien ne permet de l'affirmer encore avec certitude. La voiture a très bien pu être prêtée ou volée. Pour en avoir le cœur net, dans la soirée, les policiers se rendent chez le propriétaire du véhicule et c'est sa femme, Michel, qui leur ouvre la porte. On vient lui demander comment est habillé son mari, comment est sa voiture, décrivez la voiture, etc. Et elle donne le signalement effectivement du véhicule et des vêtements de son mari. Et à ce moment-là, la police a la conviction donc, que c'est bien M. Pourriel qui a été assassiné et l'informe que son mari est décédé.
Effondrée, la veuve suit les policiers pour identifier le corps. Elle ne sait pas que cette affaire va vite devenir l'un des faits divers les plus retentissants de la région. Dès le lendemain, le meurtre de Guy Pourriel s'étale à la une des journaux. Quand on apprend qu'un meurtre a eu lieu à la sortie du sex shop de Carpentras, c'est tout de suite forcément quelque chose de très particulier. C'est pas une boulangerie, c'est pas une banque, c'est pas un bar, quoi, c'est un sex shop. Guy Pourriel serait-il victime d'un meurtre lié à l'univers du sexe? Pour le savoir, les enquêteurs se concentrent sur leur victime. Qui était réellement cet homme? Et surtout, qui lui en voulait autant pour l'exécuter de 2 balles dans le dos en plein jour? Sa vie est passée au crible. Tout est bon à prendre au départ, surtout dans une affaire comme celle-ci où on n'a rien. On fait ce qu'on appelle un environnement de la victime, environnement familial, environnement professionnel s'il y a lieu. Mais dès les premières auditions, les enquêteurs dressent le portrait d'un homme a priori sans histoire. Son casier judiciaire est rigoureusement vierge. Il a exercé pendant longtemps la profession de garagiste. Il avait une concession Mercedes à Cavaillon. Il est d'origine parisienne. Il mène une vie tranquille. Sa famille le décrit comme quelqu'un d'un paisible retraité qui est passionné par la pêche, il va très très régulièrement. Il a peut-être eu un passé un peu plus tumultueux, la guerre d'Indochine, le rugby, mais aujourd'hui c'est un gentil retraité. Absolument rien dans la vie de M. Pourriel ne pouvait laisser penser qu'il serait un jour exécuté de cette manière-là. Pourtant, en poursuivant leurs investigations, les hommes de la police judiciaire d'Avignon découvrent que Guy Pourriel n'était peut-être pas qu'un gentil retraité. L'homme s'emportait rapidement. C'est un monsieur qui avait certainement un très bon fond, mais qui avait une manière de s'exprimer un peu brutale et qui donc en rajoutait un petit peu dans ses manières de s'exprimer. Et bon, il n'était pas admis par tout le monde, hein, il faut dire la vérité. Il avait une réputation d'homme autoritaire, un peu crâneur, qui roulait un peu les mécaniques. Voilà, ça, il avait cette réputation-là. C'était quelqu'un qui n'avait pas un caractère facile, même son épouse le dit d'ailleurs. Un homme colérique, mais les enquêteurs apprennent vite qu'aucune plainte n'a jamais été déposée contre lui. Comme il est d'usage, les policiers s'intéressent alors à sa vie conjugale. Avec sa femme, Michel, ils sont mariés depuis 10 ans. Elle le décrit comme un mari modèle. Elle raconte qu'il venait lui apporter le petit déjeuner tous les matins au lit. Il lui fêtait ses anniversaires. Elle avait droit à un bouquet de fleurs chaque fois que c'était son anniversaire ou l'anniversaire du mariage, etc. Il était très prévenant à son égard. C'était un gentil mari. La veuve est longuement entendue au commissariat. On va lui poser des questions qui font très mal, hein. Voilà, les questions sur avez-vous une assurance vie, aviez-vous des problèmes conjugaux, votre sexualité avec M. Pourriel était-elle normale, votre couple fonctionnait-il bien, que savez-vous du passé de votre mari, que savez-vous de ce qu'il fait dans la journée. Plein de questions qui sont très indiscrètes et qui touchent à l'intimité. Mais les conclusions s'imposent bientôt. Le couple s'entendait bien, donc c'est une porte qui se referme. Tout a été vérifié. Elle n'avait aucun intérêt à faire disparaître son mari. Seulement lorsqu'elle va apprendre que son époux se rendait 2 fois par semaine dans un sex shop, Michel va tomber des nues. C'est un élément qui était ignoré par son épouse, bien sûr. Il avait caché absolument cette partie de sa vie à sa femme. Elle ne se posait pas de questions sur ce que faisait son mari dans la journée. D'autant qu'ils avaient une sexualité, d'après ce qu'elle dit, absolument normale. Et ce n'est pas la seule surprise de ce dossier, car la victime a plusieurs zones d'ombre dans sa vie. Lors de leurs auditions, les policiers découvrent que Guy Pourriel avait ses habitudes dans un bar de Cavaillon, l'Embuscade, où il jouait souvent au poker. Le meurtre serait-il lié à une dette de jeu? Cavaillon est connu pour une ville à l'époque où il se jouait beaucoup d'argent aux cartes, notamment dans certains établissements. Et la police va envisager une dette de jeu, une embrouille qui aurait pu avoir lieu dans le bar.
Alors les policiers vont entendre tous les habitués qui jouaient avec Guy Pourriel. C'est vraiment un bar familial, quoi. Il y a une table ou deux de personnes à la retraite qui viennent faire leur partie de cartes, mais bon, on joue quoi? On joue au café, quoi. Le café ou l'apéritif si la partie se termine vers midi, quoi. C'était vraiment quelque chose d'amical, quoi. Derrière ce que disent en fait la plupart des gens qui viennent régulièrement, celui qui perd va payer le café, les enquêteurs très rapidement savent en fait qu'il y a des parties qui sont financièrement intéressantes, plusieurs centaines d'euros donc sont joués sur certaines parties. Joueur de poker assidu, oui, mais les enquêteurs constatent que Guy Pourriel n'avait contracté aucune dette de jeu. Très vite, les policiers réorientent l'enquête sur les lieux du drame pour une raison très simple. La police locale leur signale qu'une semaine jour pour jour avant le meurtre de Guy Pourriel, le sex shop de la galerie Terradou a été braqué. Le responsable avait été menacé par deux individus. À une semaine d'intervalle, deux événements liés au sex shop. Ça paraît effectivement un petit peu suspect, donc il y a eu une piste aussi de ce côté-là qui s'ouvre. Guy Pourriel aurait-il été témoin de ce hold-up? Les braqueurs ont-ils décidé de l'éliminer? Le gérant du sex shop est à nouveau entendu. Mais l'homme est formel. Guy Pourriel n'était pas là le jour de l'agression. À Avignon, les policiers commencent à douter. Au fur et à mesure que l'enquête de la police judiciaire avance, on se rend compte que c'est un homme, la victime est un homme sans problème. On a un petit peu de mal à comprendre ce qui a pu se passer sur un homme comme tout le monde. C'était désespérément banal et on avait du mal à accrocher, à faire le lien entre cette vie paisible et puis cette fin dramatique. Après une semaine d'enquête, les policiers ont épuisé toutes les pistes. Pour la police, l'énigme reste entière. Heureusement, un témoignage inespéré va relancer les investigations. Un garagiste se présente au commissariat d'Avignon. Il a reconnu la photo de Guy Pourriel dans le journal et il a des révélations à faire. Le petit jeune. Les enquêteurs donc entendent un garagiste qui a vu Guy Pourriel 2 jours avant le meurtre. Et Guy Pourriel est venu dans ce garage automobile pour faire réparer son pneu qui était crevé. Et le garagiste, comme son salarié, disent à Guy Pourriel « Mais votre pneu, c'est pas un clou qui est rentré dans le pneu, c'est quelqu'un qui l'a tailladé volontairement. » Un pneu crevé 2 jours avant d'être abattu, pour les policiers, il ne s'agit certainement pas d'une coïncidence. Était-ce un avertissement? Une menace? Les enquêteurs interrogent une nouvelle fois Michel, la veuve de la victime. Elle leur raconte alors une anecdote troublante. Un jour, à la pêche, son mari s'était fait violemment accoster par un inconnu, sans aucune raison apparente. Il avait dit à sa femme, je me suis fait accoster, je ne suis pas tranquille. Et c'est à cette occasion-là d'ailleurs que M. Pourriel avait cherché à acheter une arme. Quelqu'un qui s'est senti menacé à un moment donné, qui cherche à négocier l'achat d'une arme. On va essayer de retrouver qui aurait pu être l'individu qui l'avait accosté à la pêche. Mais qui est cette personne qui effrayait tant Guy Pourriel? Michel l'ignore. Pourtant, en reprenant les auditions des proches de la victime, les enquêteurs vont découvrir que la vie du retraité cachait encore d'autres zones d'ombre. En paisible retraité, Guy Pourriel avait pour habitude d'aller pêcher tous les après-midi sur les berges de la Durance. Si la victime affectionnait particulièrement cette activité de plein air, les enquêteurs s'interrogent sur d'autres motivations éventuelles. C'est un lieu qui est fréquenté par la communauté homosexuelle, sex shop, Durance. Tout de suite, on pense que peut-être il aurait fait une mauvaise rencontre, il aurait pu être témoin de quelque chose. Les bourgs de Durance, ils ont une réputation, ça peut être des rencontres homo, ça peut être des échanges, ça peut être n'importe quoi. Donc là, l'imagination, sex shop aidant, les fantasmes, on va dire, prolifèrent. On peut tout imaginer.
Guy Pourriel allait-il réellement pêcher lorsqu'il se rendait sur les bords de la Durance? Ou venait-il pour y faire des rencontres? Les policiers décident de mettre l'endroit sous surveillance. Ils se demandent si le meurtrier ne fait pas partie des habitués de ce lieu de rendez-vous. Ils vont entendre à la fois les pêcheurs le jour, les libertins la nuit, et ça malheureusement ne donnera rien. Aucun couple échangiste entendu sur place ne peut apporter l'ombre d'une information intéressant l'enquête. Après plusieurs semaines de recherche, l'enquête sur le décès de Guy Pourriel est au point mort. En désespoir de cause, les enquêteurs décident alors de lancer un appel à témoins dans la presse. Le but de cet appel à témoins, c'est de trouver quelqu'un qui a vu le tueur partir. Une fois qu'il est sorti du parking, on ne sait absolument pas par où il est passé, on ne sait pas s'il a utilisé un moyen de transport, s'il a pris une moto, une voiture. Au bout d'une semaine seulement, l'appel à témoins porte ses fruits. Plusieurs personnes habitant à proximité du centre commercial appellent la police. Il y a 2 témoignages qui vont intéresser la police judiciaire. Le témoignage d'une personne qui habite à 300-400 mètres de la scène de crime, qui explique donc aux policiers que le 11 décembre 2003, vers 17h, qu'en bas de chez elle, il y a un véhicule utilitaire blanc. Un véhicule aperçu quelques minutes seulement après le drame. Un conducteur qui démarre en trombe. Le témoin, suspicieux, n'a retenu que quelques chiffres de la plaque minéralogique. Et puis un autre témoin donne à peu près la même description de la camionnette. Il ajoute même que sur le flanc de la camionnette, il y a une sorte d'autocollant sombre, noir, qui représente un plongeur sous-marin. Ce second témoin donne également certains chiffres de l'immatriculation. Du coup, les policiers n'ont pas le choix que de reprendre un travail très fastidieux qui consiste à interroger le terminal des cartes grises et de ressortir toutes les fourgonnettes blanches qui pourraient avoir une bribe de numéros qui correspondent à des numéros relevés par les témoins. Après plusieurs semaines de recherche, le travail des hommes de la PJ va payer. Ils vont établir une liste d'une quinzaine de véhicules blancs suspects. Et systématiquement, ils vont appeler les propriétaires pour savoir s'ils ont toujours la voiture et puis vérifier leur emploi du temps au besoin. Arrivé à la fin de la liste, seule une voiture pourrait correspondre. Par élimination, on en retient une notamment. On va entendre le propriétaire, enfin en tout cas le titulaire de la carte grise. Il prétend en fait qu'il l'a vendue dans le Gard, dans une ville qui s'appelle Marguerite. Il explique que ça s'est fait à un rond-point dans des circonstances un petit peu particulières. Il ne connaît pas l'identité de l'acquéreur. Qu'il décrit en parlant d'un type assez jeune, d'1,80 m, assez mince, qui pourrait correspondre au profil du tueur. Les policiers sont un peu suspicieux sur ses déclarations. Ils vont l'interroger, vont essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce curieux vendeur. Et surtout, a-t-il vraiment vendu ce véhicule ou est-il l'homme qui peut-être a pu tuer Guy Pourriel? Il y a bien un moyen de vérifier que la transaction a eu lieu. Par exemple, si l'acheteur a payé par chèque ou par virement bancaire. Le problème, c'est qu'il a réglé en espèces et qu'ils ont rempli les papiers, mais qu'il n'en a pas gardé de double et que visiblement l'acquéreur n'a pas fait immatriculer cette camionnette, donc il roule toujours sous le nom de l'ancien propriétaire. Mais heureusement pour lui, le vendeur va se souvenir in extremis d'une information a priori anecdotique. Pendant la transaction, l'acheteur a reçu un coup de téléphone sur son portable. Grâce au relais des réseaux de téléphones mobiles, les policiers listent tous les téléphones portables présents dans le périmètre du rond-point, le jour de la vente, à l'heure exacte de la transaction. Et là, les policiers sortent une quinzaine de numéros de téléphone les intéressant. Pour la première fois depuis le meurtre, une piste solide apparaît. Le numéro de l'acheteur fait-il partie de cette liste? Et si c'est le cas, l'homme a-t-il un lien avec le meurtre? Pour le savoir, les policiers comparent ces 15 numéros
à la liste de tous les téléphones utilisés au moment exact du meurtre, aux abords de la galerie commerciale du Terradou. Et là, bingo, il y en a un. Un seul numéro correspond. C'est celui d'un homme de 34 ans, un certain Éric Zago. Zago, ce nom interpelle les enquêteurs. Les policiers se disent, tiens, ce nom, on le connaît. Les policiers font le lien avec un nommé Zago, Fernand. Fernand Zago, c'est le propriétaire de l'Embuscade, le bar où Guy Pourriel avait l'habitude de jouer aux cartes. Et donc, à partir de là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, puisqu'on retrouve le nom de Zago à 2 reprises. Fernand Zago est le père d'Éric Zago, l'individu soupçonné d'être le meurtrier du Terradou. Mais pourquoi Éric, le fils, aurait-il tué un client du bar familial? Dans un premier temps, les enquêteurs constatent que le jeune homme est un individu des plus ordinaires. Il est ramoneur de profession. Il est séparé de sa compagne, il a un petit enfant, il est retourné vivre chez sa grand-mère qui habite à Marguerite. Il a son père qui est un ancien international de rugby. Il a son frère et sa sœur qui tous les deux ont plutôt bien réussi dans la vie, dans leur existence. Et lui, en réalité, c'est un peu un loser, hein. Mais ça en fait pas pour autant un criminel. Le seul point commun entre la victime et Éric Zago, c'est l'Embuscade, le bar tenu par son père. Un bar où Éric a travaillé et où il aurait pu croiser la victime. Éric Zago travaillait très régulièrement pour son père au bar de l'Embuscade, mais travaillait il y a très longtemps. Il n'y travaillait plus du tout. Éric Zago semble de plus en plus suspect, mais les enquêteurs ne disposent encore d'aucun mobile. Alors, ils décident de mettre le jeune homme sous surveillance. On met Éric Zago en surveillance discrète pour essayer de voir un petit peu son emploi du temps, ses habitudes. On n'a pas d'éléments, mais enfin, c'est quelqu'un qui peut avoir quelque chose à faire dans ce qui est arrivé à M. Pourriel. Les policiers n'ont qu'une seule solution, attendre. Et c'est par pur hasard que, quelques semaines plus tard, l'affaire va rebondir. Nous sommes le 6 février 2004, 2 mois après le meurtre de Guy Pourriel, à Rodilhan, près de Nîmes. Il est 22 h. Les gendarmes patrouillent et remarquent un véhicule, feu éteint, stationné en rase campagne au milieu de nulle part. Le conducteur est au volant. Les gendarmes lui demandent alors de descendre du véhicule. Sortez. On retrouve dans la voiture des objets étonnants. Sur le siège avant passager, les gendarmes découvrent un revolver, une cagoule, des fausses plaques d'immatriculation et un masque de Zorro. Ils contrôlent cet individu, il s'appelle Éric Zago. En appelant le central, les gendarmes ne tardent pas à découvrir qu'Éric Zago fait l'objet d'une surveillance policière. Dans les heures qui suivent, l'homme interpellé est livré à la police judiciaire d'Avignon. Le seul élément dont on dispose, c'est l'arme. L'arme retrouvée en possession d'Éric Zago est possiblement l'arme qui a tué Guy Pourriel. On n'a pas encore les résultats de la balistique, mais en tout cas, c'est du 9 mm qui a tué Guy Pourriel et l'arme est un 9 mm. Donc, a priori, il y a quand même de fortes chances que ça puisse coller. Une arme du même calibre que celle du meurtre, un téléphone localisé sur les lieux du crime et une voiture identique à celle du tueur. Pour les policiers, il est fort probable qu'Éric Zago soit impliqué dans le meurtre de Guy Pourriel. Reste à savoir comment et surtout pourquoi. Interrogé, le suspect nie toute implication. Éric Zago est ferme. Oui, je connais Guy Pourriel, c'était un client du bar de mon père, mais non, je ne l'ai pas exécuté et non, je ne suis pas l'auteur ou le commanditaire
ou l'exécutant de cet assassinat. On l'entend, et puis ça ne donne rien. Donc les heures passent, et on n'a toujours pas plus d'éléments. Les heures d'interrogatoire défilent. Face au mutisme du suspect, le juge d'instruction décide de prolonger la garde à vue. C'est une guerre d'usure qui s'engage. Après 36 heures de garde à vue, Éric Zago finit par craquer. Éric Zago affirme, donc au bout de 36 heures de garde à vue, qu'il est bien l'auteur de cet assassinat. Éric Zago revendique le crime en disant « Oui, c'est moi qui l'ai tué. C'est moi qui ai tué Guy Pourriel. » Et il a l'air assez fier de lui, assez content de lui, assez satisfait de lui. Pendant 36 heures, il n'a rien voulu savoir. Et puis d'un seul coup, pour des raisons qui nous échappent totalement, il se met à clamer sa culpabilité. Éric Zago ne se contente pas d'avouer le meurtre. Il raconte même qu'il a tenté d'éliminer Guy Pourriel à plusieurs reprises par le passé. Une après-midi, quelques 8-10 jours avant son ultime passage à l'acte, il a repéré Guy Pourriel dans le jardin qui est en train de bricoler. Il est lui caché derrière la haie, il a déjà cette arme avec lui. Et il va renoncer à son projet d'assassinat parce qu'il considère qu'il est trop loin et que s'il enjambe la haie, l'autre va le voir et va prendre forcément la fuite. La deuxième tentative, c'était sur le parking du Terradou, le 9 décembre 2003, alors que Guy Pourriel était au sex shop. Éric Zago lui a crevé un pneu pour l'obliger à sortir de son véhicule. Il voulait passer à l'acte ce jour-là. Il a crevé les pneus en pensant qu'il allait sortir de sa voiture, que Pourriel allait sortir de sa voiture, s'agenouiller et qu'il pourrait le tuer facilement à ce moment-là. Le problème, c'est que Pourriel n'est pas sorti de la voiture et qu'il a été directement au garage. Donc il n'a pas pu le tuer. L'homme ne renonce pas. 2 jours plus tard, il repasse à l'action, plus déterminé que jamais. Et là, il est dans cette fameuse galerie. Il va faire même un repérage, il arrive un petit peu avant sur les lieux du crime, c'est là où il va être vu par le boulanger. Éric Zago raconte qu'il a ensuite attendu le vieil homme devant le sex shop. Et à un moment donné, il enfonce sa cagoule de manière à dissimuler son visage. Il va se coller derrière Guy Pourriel. Il va tirer une première fois, il va le rater, et une deuxième fois, il va l'abattre d'une seule et unique dernière balle. Pour vérifier la version donnée par Éric Zago, les policiers font venir au commissariat René Bagnol, le boulanger témoin du meurtre. Ils veulent voir s'il reconnaît l'homme aperçu devant la galerie un quart d'heure avant les coups de feu. On rentre donc dans une pièce avec une glace santé et on nous demande de voir si on reconnaît la personne qu'on avait vue au mois de décembre tirer sur l'autre, là. Au milieu des suspects, un homme sourit étrangement. C'est Éric Zago. René le reconnaît aussitôt. Pratiquement, on aurait dit qu'il était content de s'être fait attraper et en revendiquant « Non, mais c'est moi, il n'y a pas de souci ». Mais bon, la physionomie générale, sa corpulence, je leur dis j'ai de grosses présomptions sur cette personne-là, voilà. Reconnu par le boulanger, le suspect semble fier de son acte. Les hommes de la PJ ne comprennent pas son attitude et une question leur brûle les lèvres. Pourquoi ? Qu'a bien pu faire Guy Pourriel pour être abattu à bout portant par Éric Zago ? Au moment où le meurtrier présumé leur dévoile son mobile, les policiers n'en reviennent pas. C'était la première fois que j'avais une affaire crime de sang avec un mobile pareil. Éric Zago va leur raconter une histoire que les policiers ne parviennent pas à croire. Une histoire qui, selon Éric Zago, a commencé 17 ans plus tôt. C'était en 1986. Il raconte, à la grande stupeur de la police judiciaire, que 17 ans avant, alors qu'il était adolescent et qu'il servait de façon régulière donc au bar de son père, Guy Pourriel lui aurait dit « Petit, dépêche-toi, serre-moi, sinon tu prends de gifles ». Éric Zago, enfin en tout cas c'est ce qu'il expliquait,
n'avait pas apprécié cette humiliation. Il revendique son acte en disant « il m'a humilié, il fallait que je lave l'affront ». Guy Pourriel serait donc mort à cause d'une simple phrase prononcée 17 ans plus tôt. L'histoire semble invraisemblable. À la rédaction, quand on dit bah, « ça y est », qu'on annonce le mobile de ce meurtre, personne n'y croit. À Carpentras, la police vient d'élucider un crime étrange. Un homme de 72 ans avait été abattu il y a 2 mois. Le meurtrier présumé a reconnu les faits et le mobile a stupéfié les policiers. La victime aurait été visée en raison d'une remarque désagréable faite 17 ans plus tôt. L'histoire fait la une des journaux et tout le monde dans la région a du mal à y croire. Du côté de Cavaillon, c'est l'incompréhension la plus totale. De nombreux habitants connaissaient Éric Zago depuis son plus jeune âge. C'est une grosse stupéfaction parce que Éric, c'est un gamin que j'ai reçu même chez moi parce qu'il a l'âge de mon fils aîné, donc il venait s'amuser à la maison. Je connais la famille, quoi. C'est une famille tout à fait normale, il n'y a rien d'extraordinaire. Jamais je pouvais penser que ce gamin pouvait en arriver à cette extrémité, quoi. Pour les enquêteurs, tout semble bien accuser Éric Zago, sauf son mobile, auquel ils ne croient pas. Le juge d'instruction leur demande de vérifier cette histoire ahurissante. J'étais pas spécialement convaincu de la réalité du mobile qu'il invoquait. Il y aurait eu des fêtes, il y aurait eu une bagarre, il y aurait eu quelque chose. Là, je m'en serais souvenu. Là, une parole, non, je m'en souviens pas, quoi. Je veux dire, à la limite, ça m'étonne pas de Guy parce que c'est vraiment dans son genre de caractère. Je pense me souviens pas d'y avoir assisté, quoi. Cette phrase prononcée par Guy Pourriel et qui a tant marqué Éric Zago n'a marqué que lui. Parce que personne, tellement elle est futile, ne s'en souvient. Absolument personne. Pourtant, Éric Zago persiste et signe, et il va même plus loin. Il affirme que Guy Pourriel ne lui a pas laissé le choix. Il raconte comment 2 mois avant le meurtre, il a décidé de rencontrer le retraité pour s'expliquer et pour obtenir des excuses. Il frappe au domicile de Guy Pourriel, puisqu'il a retrouvé le domicile. Guy Pourriel ouvre, Éric Zago lui raconte son histoire. Il aurait alors répété au vieil homme sa phrase vexante, prononcée 17 ans plus tôt, au bar de son père. Pour lui, cette phrase est à l'origine de tous ses malheurs. Tout est de la faute de cet incident. Tous ces échecs viennent de cette humiliation suprême. Dans son parcours professionnel, il va aller d'échec en échec, il va faire des petits boulots, il va se marier, mais il va très vite divorcer. Selon Éric Zago, le retraité serait resté complètement insensible face à son désarroi. Mais qu'est-ce que tu racontes, petit? Mais je me souviens pas de ça. Tu racontes n'importe quoi, tu délires. Je vous dis que c'est vrai, je vous demande des excuses. Mais enfin, arrête, tu m'ennuies, là, tu me fatigues, dégage, j'ai pas d'excuses à te donner, voilà. Et Éric Zago, lorsqu'il raconte cette discussion, il dit non, mais Pourriel est resté correct, simplement très froid, très distant, et il n'a pas voulu me présenter des excuses. Et je me suis dit que là, il ne s'en sortirait pas comme ça. Guy Pourriel ne présentera pas ses excuses et rentrera chez lui comme si de rien n'était. C'est à cet instant précis qu'Éric Zago aurait décidé de se venger. À partir de ce moment-là, voyant qu'aucune discussion n'était possible pour laver l'affront, il va décider de suivre cet homme. Il va l'épier. Pendant 1 mois, Éric Zago va presque tous les jours suivre Guy Pourriel. Il va le suivre à la pêche, il va le suivre, donc il connaît ses habitudes, il connaît les habitudes du retraité, il va le suivre au sex shop, il va le suivre aux différents bars où il se rend tous les jours. En interrogatoire, Zago raconte que c'est à ce moment-là qu'il a acheté l'arme pour passer à l'acte. Cette arme a une particularité, lorsqu'il l'achète, elle est équipée de 5 balles, 5 munitions. Ensuite, Éric Zago va vérifier le fonctionnement de cette arme. Et il va aller s'isoler dans une forêt et il va tirer 3 projectiles. Il en reste plus que 2. 2 balles qui serviront à tuer Guy Pourriel pour une menace de 2 gifles. Encore une fois, les enquêteurs sont face à un dilemme, car rien ne vient prouver le récit de Zago.
Une question se pose, sont-ils face au délire d'un homme complètement déséquilibré? Le juge ordonne alors une expertise psychiatrique. Les conclusions sont édifiantes. Il souffre d'une psychose paranoïaque délirante. Le psychiatre considère qu'il y a abolition de son discernement, c'est-à-dire qu'il n'est pas responsable de ses actes. Pour l'expert René Pandelon, pas de doute, Éric Zago raconte sa vérité. Il dit ça m'a ça m'a détruit, ça a été abominable pour moi. Pendant des années, tout ce qui m'est arrivé un petit peu de difficile, de compliqué dans la vie, c'est parce qu'au départ, j'ai été détruit par cette parole. Il dit, j'ai passé des années à essayer de me reconstruire au fil de ma vie. Et puis, cette reconstruction a toujours buté sur cette insulte de départ. Et je n'avais plus d'autre solution que d'éliminer la personne qui avait proféré cette insulte qui m'avait détruite. Face au psychiatre, Éric Zago va faire la démonstration de son délire paranoïaque, car le suspect obéit à une logique pour le moins déconcertante. Il me dit, à la fin, j'ai pris une feuille de papier et j'ai fait 2 colonnes. Sur une colonne, j'ai mis les raisons pour lesquelles je ne dois pas éliminer, tuer la victime. Et donc là, il avait mis la victime est âgée, je suis contre la peine de mort, j'ai jamais fait de mal à personne, même pas à un animal. Et de l'autre côté, il avait mis 17 ans de souffrance. Et il m'a dit, c'est ce qui a fait basculer ma décision. Pour l'expert, Éric Zago n'est pas responsable de ses actes. Et dans ce cas, il échappera aux griffes de la justice. Mais à la surprise générale, quand le meurtrier présumé l'apprend, il est fou de rage. Ce qui se comprend moins, en tout cas ce qui est moins habituel, c'est la réaction d'Éric Zago, qui n'accepte pas d'être considéré comme fou, pour parler simplement, et qui veut une contre-expertise, parce qu'il veut être jugé. La contre-expertise parle d'une altération du discernement, il parle uniquement d'altération. En clair, ça veut dire qu'il est parfaitement accessible à une sanction pénale et qu'il va être jugé, qu'il va avoir un procès devant la cour d'assises. Nous sommes le 13 mars 2006. Le procès d'Éric Zago s'ouvre devant la cour d'assises du Vaucluse à Avignon. La salle est comble. Tout le monde veut voir celui qui aurait tué un homme pour une simple menace de gifle vieille de 17 ans. Mais l'accusé surprend. Depuis son box, il semble tout à fait normal. Éric Zago est quelqu'un qui, d'apparence, est plutôt un garçon costaud, bien rasé, il porte bien sur lui, il a un costume. Il présente bien, comme on dit. Hein. Il n'a pas de signe extérieur de maladie mentale. Hein. Il donne le change sans aucun doute. Cette impression ne durera pas longtemps. Dès qu'il s'explique sur les faits, les réponses qu'il donne jettent un froid dans la salle. Il explique sans aucun état d'âme, sans aucun remords, ce qu'il a fait, comment il a préparé et ce qu'il a fait exactement. Et il le dit de manière si simple que c'est ça qui est effrayant. On est dans une revendication qui est posée par l'accusé, qui vient dire « j'ai commis cet acte, je ne regrette pas, il le méritait ». Et ça heurte, c'est insupportable. Rapidement dans la salle, tout le monde se pose encore et toujours la même question. Éric Zago est-il fou? On perçoit le caractère pathologique de ses propos. Et puis il y a un peu indicible, une sorte de distance, de froideur. Hein, les gens n'existent pas, quoi. On perçoit cette folie. Une folie qu'ont pu notamment constater son frère et sa sœur, venus témoigner à la barre. On découvre qu'il ne tourne pas bien rond. C'est quand même un type qui reste enfermé pendant 1 an chez lui et qui ne sortait que la nuit. Et encore, quand il sortait, c'était en tenue de ski. C'est pas complètement rien, quoi. Et les jurés ne sont pas au bout de leur surprise. Les experts psychiatres ont une autre interprétation du crime. En tuant Guy Pourriel,
Éric Zago a voulu régler ses comptes avec son père. C'était un garçon probablement sensible, Éric Zago, avec un père qui était dur comme le fer et qui ne supportait pas les faiblesses de son fils. Ce qui est certain, c'est quasiment certain, c'est que Pourriel ressemblait au père d'Éric Zago. Ils avaient la même personnalité, la même carrure, bon, c'était des rugbymen tous les deux, la même carrure, le même ton cassant, autoritaire, humiliant. Et je pense qu'à un moment donné, bon, Éric Zago a complètement disjoncté pour ça. Clairement, Éric Zago fait une sorte de confusion entre Guy Pourriel et son père. En gros, en tuant Guy Pourriel, il a un peu tué son père. La cause semble entendue quand, soudain, Éric Zago fait une incroyable déclaration. Je ne suis pas l'auteur, c'est pas moi qui l'ai tué. Ah, imaginez la stupeur dans la salle. En fait, c'est pas moi, c'est la balle. Et il part dans une théorie sur les balles. Et là, tout le monde est sidéré. Hein. C'est-à-dire que là, il est manifestement dans l'incohérence totale. Après 3 jours de débat, au moment des plaidoiries, l'accusé donne des consignes très strictes à ses avocats. Il leur interdit de plaider la folie. Ils sont complètement muselés par leurs clients qui leur interdit de s'exprimer en leur disant « mais non, je ne veux pas que vous évoquiez ma folie, je suis responsable, je suis coupable, je ne regrette rien ». Dans son réquisitoire, l'avocat général requiert 11 années de prison. Les magistrats et les jurés quittent la salle pour délibérer. Après à peine 3 heures, ils sont de retour pour l'énoncé du verdict. La présidente prend son micro et dit, donc elle répond oui aux questions sur la culpabilité, sur la préméditation. Donc on s'attend à maximum 20 ans, hein, et là c'est la stupéfaction. Le verdict tombe. Contre toute attente, Éric Zago est condamné à seulement 2 ans de prison avec internement d'office. Pour les jurés, l'homme est fou de toute évidence. Dans la salle d'audience, c'est la stupeur. C'est absolument ahurissant, une peine d'emprisonnement de 2 ans pour quelqu'un qui est déclaré coupable d'assassinat. C'est-à-dire coupable d'avoir tué avec préméditation. Ça ne s'est jamais vu. Et du coup, au lieu d'aller en prison, Éric Zago s'est retrouvé à l'hôpital psychiatrique, c'est-à-dire juste là où il ne voulait pas aller. Il est fou furieux. Quand il a entendu la présidente de la cour d'assises dire qu'elle ordonnait d'office son hospitalisation, ça a été une colère noire. À l'issue de l'audience, Éric Zago est transféré au centre psychiatrique de Montfavet dans l'unité des malades difficiles. Il fait appel de sa condamnation et change d'avocat. « 21 mars 2007, le procès en appel s'ouvre à Nîmes. Cette fois-ci, Éric Zago n'a qu'un but, éviter l'internement en hôpital psychiatrique. Sa nouvelle avocate a interdiction formelle d'évoquer sa folie pendant les débats. Il m'explique qu'il est prêt, peu importe la peine, à prendre et à accepter n'importe quelle peine, que ce soit 10 ans, 12 ans, 14 ans, tant qu'on ne le soigne pas, tant qu'on ne l'oblige pas à se soigner. C'est la seule volonté qu'il a. Éric Zago a changé. Il n'a plus ce regard fou. On sent qu'il suit une psychothérapie, qu'il évolue. Au lieu de dire froidement, comme il le disait à Avignon, je voulais le tuer, je l'ai tué, il dit, je voulais laver l'humiliation, mais je ne voulais pas sa mort. Ce qu'il demande de manière très énergique, c'est je suis coupable, je suis responsable de ce que j'ai fait, je mérite une sanction, je le sais et je l'accepte. À la fin des débats, l'avocat général requiert une peine de 12 ans de prison. Après 2 heures de délibéré, le verdict tombe. Éric Zago est condamné à 14 années de détention. C'est plus que la réquisition. Et jusqu'à la dernière minute, l'accusé déconcerte jurés et avocats. Je me retourne, je m'attendais à une réaction de Zago ou de colère ou d'abattement, et pas du tout. Pas du tout. Et je m'aperçois que c'est pire que ça. C'est pas que ça glisse et que c'est pas grave, c'est qu'il est content. Il est content. Et la seule question qu'il m'a posée, c'est est-ce que je suis obligée de prendre mes médicaments encore? Est-ce qu'on va m'obliger à faire des soins? Alors je réponds, je n'ai pas le choix. Je lui dis non. Non, vous êtes un adulte, vous choisissez si vous voulez faire des soins ou pas, vous êtes en prison. Éric Zago a été incarcéré dans le sud de la France. Il a déjà purgé plus de la moitié de sa peine. Il pourrait dès aujourd'hui
bénéficier d'une libération conditionnelle.